Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau Facebook Live organisé par Acheter de l'Art. N'hésitez pas à poser vos questions en laissant des commentaires sous le post. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir et d'échanger avec Pierre-Élie de Pibrac, Bonjour que vous, Guillaume. Salut Pierre-Élie. Vous le connaissez peut-être, vous le connaissez certainement si vous suivez Acheter de l'Art, puisqu'on a déjà présenté plusieurs œuvres de lui, notamment Catharsis 20, d'une série In situ dans les coulisses de l'Opéra de Paris, que nous vous présenterons, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on passe à toute autre chose, donc on va avancer. Donc aujourd'hui, on est sur Des Memoria. C'est un témoignage sur la vie des ouvriers du sucre à Cuba, révolutionnaire de la première heure. Il faut savoir que Pierre-Élie est le premier Français à explorer les méandres de l'industrie sucrière cubaine depuis 1960 et Jean-Paul Sartre. Voilà. Je te laisse la parole, Pierre-Élie. Donc, est-ce que tu peux... Bon, je vais peut-être commencer avant tout. Je vais commencer par rappeler rapidement ta bio. Donc, Pierre-Élie de Pibrac, tu es né donc en 1983. En 2007, tu réalises plus... N'hésite pas à me couper hein, si tu veux Pour changer. l'instant, tout va bien. Pour l'instant, j'ai pas dit d'erreur. C'est parfait. Voilà, donc des premiers reportages photos en 2007 à Cuba notamment et en Birmanie. En 2009, donc tu es diplômé de l'EDEC, tu assistes différents grands photographes de l'agence Vue et tu décides de te consacrer à la photographie. C'est toujours ça. Tout à fait, oui, toujours ça. Ta première série, donc c'est American Showcase en 2010. On pourra m'en parler aussi, enfin tu pourras nous en parler. Ensuite, en 2012, on a Real Life Super Heroes. En 2014, In situ dans les coulisses de l'Opéra de Paris que j'ai évoqué tout à l'heure et qu'on a donc présenté, qui est vraiment une série impressionnante. Moi, c'est via cette série que j'ai découvert ton travail et je suis totalement fan et je connais beaucoup de monde qui suit vraiment de très très près, voilà, qui est très sensible à cette série. Et donc en 2016-2017, tu pars en immersion avec ta famille à Cuba pendant 8 mois et tu en reviens donc avec ce projet Des Memoria. Ce que je veux dire, donc avant de te laisser la parole et de te poser quelques questions, pour les internautes qui nous suivent, on peut évidemment suivre tout le travail de Pierre-Élie sur Internet et les réseaux sociaux. Son site est mentionné là si vous le voyez, donc pierreeliedepibrac.com. Voilà. Donc J'en reviens donc. Te voilà à l'écran, Pierre-Élie. On a passé ta bio. Donc voilà, première question. Peux-tu rapidement nous présenter Des Memoria et comment est-ce que tu es passé donc comment est-ce qu'on passe d'un projet à l'Opéra de Paris à un projet à Cuba où t'as été en immersion, où tu as vécu avec les ouvriers. Enfin voilà, c'est la première question évidemment qu'on peut se poser. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En fait, ce qui m'intéresse dans la photo, c'est que ça me permet de rencontrer des gens. Alors, j'ai pas particulièrement un type de photographie que j'aime faire, que j'ai envie d'appliquer à différents sujets. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer des gens, qu'on me parle et que des idées naissent de ça et qu'après, j'applique une façon de travailler. Et c'est pour ça que j'ai des sujets assez différents, comme des super-héros de la vraie vie, l'Opéra de Paris ou les ouvriers du sucre à Cuba. Et en fait, c'est l'opéra quand même qui m'a amené vers le sucre, vers Cuba, puisque j'ai été invité à exposer cette série à La Havane pendant 3 mois. Et je me suis dit que quitte à aller à Cuba, autant y rester. Et c'est en discutant de ça pendant 5-6 mois avec un ami cubain que l'idée du sucre m'est venue. Il m'a demandé si je connaissais l'importance du sucre à Cuba. Je ne savais pas du tout, à part parler un peu de la canne à sucre, des choses comme ça, mais pas du tout au niveau historique, économique, géopolitique. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit que de partir du mot sucre pourrait faire un vrai beau projet. Et c'est comme ça qu'on est arrivés tous les quatre, donc ma femme et mes 2 enfants, à vivre 8 mois à Cuba. C'est quand même assez fort. Donc, tu t'es consacré, enfin, t'as mis de côté tout le reste. Tu es parti sur place pour bien faire les choses comme tu le fais régulièrement. Tu t'es installé. Comment ça s'est passé la préparation de ce voyage? Parce que c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère, j'imagine.
Bah, c'était donc quand Roger Herrera m'a dit qu'on me proposait qui était un ami cubain qui faisait le lien entre Cuba et moi, a présenté le travail à Cuba. Il m'a dit écoute, on me propose de faire cette exposition, j'ai dit, c'est génial. Et c'était donc un an avant le jour de l'expo. Donc on a parlé pendant 5 mois pour l'idée du projet. Une fois que cette idée est venue, on a écrit pas mal de textes. J'ai lu pas mal de livres sur Cuba. Et après, on s'est focalisé sur l'organisation de l'expo, comme si en fait on partait que 2 semaines après. C'est avec Olivia, donc avec ma femme, qu'on a essayé de voir comment on pouvait vivre avec des enfants, avoir des visas, des choses comme ça. Là, ça a été un peu plus compliqué, mais tout en se disant, on n'avait pas la notion du temps de 8 mois, en se disant, parce que ça paraît grand, ça paraît beaucoup comme ça. Donc, on s'est dit, on part à Cuba tous les 4, et on trouve un appartement. Heureusement qu'on avait Roger et divers amis cubains, et là, c'est parti. Quand on est arrivé, on s'est focalisé sur l'exposition. Après, on a appris à vivre avec les Cubains. J'ai rencontré, grâce à un assistant cubain que j'avais sur place, qui s'appelle Yoban Pelayo, j'ai commencé à rencontrer, à aller dans les premiers villages, à apprendre l'espagnol, et après c'est venu petit à petit, et ces 8 mois sont passés comme 3 semaines. C'est ça qui était incroyable. Administrativement, comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué. T'as un visa sur place? T'as le droit de rester combien de temps? Comment est-ce que tu renouvelles? Comment est-ce que tu approches ces sujets? Parce que c'est quand même un sujet qui est très qui est délicat, hein, qui est comme on le sait. J'avais pas de visa. Enfin, au début, je suis arrivé avec un visa de touriste que je pouvais proroger une fois, voire 2 si jamais je faisais des allers-retours entre un pays étranger et Cuba, mais c'est impossible avec 2 enfants. Heureusement, je me suis lié d'amitié avec celui qui s'occupe des étrangers à l'université de La Havane. J'ai parlé de ce que je souhaitais faire, des cours. Donc, je me suis inscrit avec Olivia pendant 8 mois aussi en cours d'espagnol à la fac de La Havane, à l'université de La Havane. Et c'est grâce à ça, en fait, que j'ai eu un visa d'étudiant pour Olivia, moi et mes 2 enfants, qui étaient en maternelle. Mais en fait, c'était une chance incroyable. C'est des rencontres, parce que j'ai pensé pendant plusieurs jours, j'étais sans visa, j'aurais dû partir du pays, mais j'ai pu rencontrer les bonnes personnes, me lier d'amitié avec des gens de l'université et quelques personnes de l'administration qui ont pu valider le visa. C'était incroyable, quoi. Voilà. Et j'imagine que sur place, tu pouvais pas forcément. Tu connaissais, j'imagine, l'objectif de ce projet, ce que tu voulais montrer. Ça s'est construit au gré de tes rencontres, ou dès le départ, t'avais un axe, j'imagine. Ça s'est fait. Mon axe, c'était le sucre. Donc, c'était raconter l'histoire depuis l'époque espagnole jusqu'au castrisme, même, on va dire, jusqu'à l'arrivée presque d'Obama. L'identité des Cubains, donc à travers le sucre, puisque donc toute la politique et l'économie et la vie identitaire de Cuba. Et en fait, je pensais qu'il y avait quelques villages. Je me suis aperçu que c'était presque 80% du pays qui était constitué de ces usines, de ces villes qui s'appellent des batailles, qui sont formées autour des usines. Et j'ai vu que c'était une tâche assez importante. Donc, une fois après le vernissage de l'exposition, je me suis posé avec Olivia et Roger avec une carte de Cuba. On a noté tous les points, tous les villages, et j'ai attaqué. Je me suis allé, j'y vais. Et en fait, au moment où je voulais commencer, Fidel Castro est mort. Et j'ai suivi la caravane de Fidel Castro jusqu'à le cimetière de Santiago. Tu as partagé. J'ai découvert. Voilà, ça m'a permis de traverser le pays et d'aller dans les premiers villages. Et ça a commencé comme ça. Et la manière de travailler les photos, en fait, ce que je ne connaissais pas du tout. Au début, j'y allais sans prendre de photos. Après, j'ai fait des photos que j'aimais pas du tout. Et à un moment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit que ce qui était terrible, c'était pour eux, surtout les villages où l'usine était arrêtée, c'était que le temps s'était arrêté, qu'il n'avait plus, que c'était une destruction, que c'était la plus triste des destructions, en fait, le temps, que c'était un monde arrêté, que une fois que tout était démantelé, leur vie l'était aussi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler après que sur des nuances de gris, d'une manière assez particulière. Et en même temps de présenter, donc c'est ce que vous verrez après quand tu présenteras des photos du projet. Je suis en train des portraits plutôt fiers d'eux, qui révèlent un peu ce qu'ils sont,
qui sont les Cubains aussi, qui sont un peuple qui est maintenant indépendant, un peuple qui est fort, un peuple qui a des racines fortes, qui est aussi né d'un métissage du monde entier. En fait, la culture de la canne à sucre a fait venir des gens, des hommes et des femmes du monde entier, et ce qui a créé ce qu'on appelle le physique cubain, ce qu'on voit aujourd'hui à Cuba, et c'est un métissage assez incroyable. Et donc ça, je l'ai travaillé en couleur, parce que après, on en parlera plus tard. Il y a tout un jeu sur la propagande castriste aussi, son influence, la construction que ça a dans la vie de ces gens-là depuis déjà presque 3-4 générations. D'accord. Là, je suis en train de partager en fait les photos noir et blanc que tu évoquais. Tu parlais des villages. Combien de villages avais-tu identifié que tu comptais aller voir? Comment... J'en ai identifié 154. Ah, quand même. Il y en a pas mal, d'est en ouest, hein, vraiment partout. Et je suis allé dans 52, je crois, quelque chose comme ça. Sur ces 154, tu vois, il en reste à peu près 40 où l'usine fonctionne encore, et l'usine fonctionne à peu près à 10% de ses capacités par rapport aux années 90. Tu vois. On va dire, le faste étant quand même les années 70, début 80, au milieu de l'ère soviétique à Cuba. Après, je parle pas de quand il y avait des colons espagnols, qu'on était dans des haciendas, des choses comme ça. Parce que, bon, en tout cas, au niveau vraiment usine industrielle, voilà, époque industrielle, c'était les années 70-80. D'accord. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, en fait. D'accord. Et ce qu'on ressent dans ces photos donc des usines, on a vraiment un sentiment que le temps s'est totalement arrêté. Ouais, c'est ça, quand on est une sorte dans un monde éteint. Alors là, je vois les photos que tu montres. Les premières photos donc sont des usines. On voit une personne qui s'appelle Angel qui part à l'usine. Ces gens se fondent un petit peu dans le paysage, en fait. C'est ça qui est assez particulier. Et après, il y a un soudeur qui travaille dans l'usine de Ratibonico, qui est une des plus modernes du pays. Il y a la troisième image qu'il y a, c'est un macheteros, qui est un coupeur de canne à sucre dans des montagnes de Madruga, qui est à peu près dans le centre du pays, ils sont pratiquement les derniers coupeurs de canne qui existent. Voilà. Et après, là, c'est l'endroit où il y a encore un peu de vie. Et ensuite, on arrive dans il y a des batailles, des villages où l'usine s'est arrêtée, les tours sont presque comme des pierres tombales qui indiquent ces villages où l'âme commence à partir petit à petit, mais où les gens sont toujours là à errer, en fait. Puisqu'ils n'ont pas de travail, il n'y a pas de possibilité vraiment de communiquer avec le village voisin, au niveau même téléphonie ou choses comme ça, ou courrier, ou même au niveau du déplacement, comme des bus ou encore moins des voitures. Je remontre les photos. Je passe à la photo suivante. Donc là, on voit l'usine vue extérieure de l'usine qui est effectivement dans un état assez déplorable. Donc là, avec les enfants qui sont devant. Oui, tout à fait. Ça, c'est Union de Reyes, c'est donc un endroit où l'usine a été démantelée depuis, ça fait 6-7 ans qu'elle est en démantèlement. Il y a une partie des pièces qui ont été échangées contre du pétrole avec le Venezuela. Et après, les gens vivent là toujours. Là, il y en a beaucoup qui construisent leurs maisons dans les ruines, même dans l'épaisseur des murs des centrales. Et c'est impressionnant. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à être adopté par ces gens? Parce que j'imagine que tu ne peux pas. Ils voient arriver le photographe français avec quand même quelques doutes. J'avais un assistant quand même incroyable, Yoban, qui était extraordinaire sur ce projet. Et moi, je me suis dit au début, je vais y aller avec mes grands sabots, je débarque comme un touriste. Et je commence à parler aux premières personnes que je rencontre, qui sont vraiment adorables. Les Cubains sont exceptionnels. Ce sont des gens j'ai rarement vu des gens aussi gentils et aussi avenants. Par contre, au bout très rapidement, 10 minutes, il y a des personnes qui me repéraient, t'es spoté, qui étaient repéré, on va dire, dans la délation, plus à checker. Il y a quand même une sorte de, il y a tout le monde te regarde. Enfin, il y a des gens qui sont là pour regarder, pour faire passer l'information au parti. Et donc eux me demandaient de partir. Il y a 8 fois, il m'est arrivé de finir au commissariat.
Et donc la possibilité de prendre des photos. Et finalement, j'ai commencé à discuter avec pas mal de personnes à travers, parce que comme je prenais des cours, que j'ai donné des cours aussi de photographie un peu, et fait des conférences à l'université de La Havane, que j'avais fait cette exposition qui a pas mal été médiatisée à Cuba. J'ai travaillé aussi avec le ballet de l'opéra, enfin le ballet national de Cuba, là-bas sur place. Alicia Alonso, qui est une personne très aimée à Cuba, et ça m'a permis finalement d'avoir une lettre officielle assez incroyable de la photothéca, du directeur de la photothéca, qui disait que cette lettre me permettait de me balader là, et en plus qui m'a ouvert après 5 mois les portes des usines. Donc j'ai pu rentrer dans les usines aussi, et ça n'a pas été fait donc depuis Sartre, quand il avait écrit Ouragan sur le sucre dans les années 60. C'est sidérant. Et en fait, Yoban était incroyable parce que Yoban, il les gardait. En fait, il me faisait un parcours un peu préfet de l'usine pour que je photographie ce qu'ils souhaitaient. Mais Yoban arrivait à capter leur attention, il leur parlait de plein de choses. Et moi, ça me permettait de m'éclipser un peu. D'accord. De faire les photos que vous voyez là. Après, il y a 600 photographies. Hein, donc ça. Et 600 photos, oui, c'était une question que j'avais évidemment à te poser, c'est voir à peu près la vision. Donc 600 photos. Oui, là, on montre effectivement une autre photo. Donc c'est un des ouvriers qui est a priori chez lui, qui se repose avec son enfant. Oui, voilà, c'est une femme dans un. Alors l'usine, cette bataille, c'est dans une usine qui fonctionne encore, mais qui a été détruite par le dernier ouragan. Je les ai eus là, et malheureusement l'endroit a été détruit et il va être remplacé par une zone touristique, alors que les gens vont continuer à habiter dans ces ruines et ne pas pouvoir avoir de rapport avec les touristes. Donc, ils vont pas pouvoir profiter du développement touristique. Ça, c'est ce qui est très difficile pour eux. C'est que une fois que l'industrie s'éteint, ils n'ont pas beaucoup d'options. Voilà. Évidemment, l'image qu'on a de Cuba, c'est le tourisme, c'est des photos très colorées, etc. Là, on est dans le vrai Cuba, en fait. Et comme on est sur le sucre qui est à l'essence même de toute la communication, en fait, officielle, on est vraiment, c'est assez, c'est marquant quand même de prendre cet axe qui est vraiment, qui change de ce qu'on voit habituellement, encore une fois. Ce qui m'intéressait, c'est que Cuba, donc il y a une vision colorée. J'ai appris que la couleur aussi est un élément de propagande du parti. Mais ce qui m'intéressait, c'est d'aller d'étudier leur identité, d'étudier Cuba en profondeur. Et quand je me suis aperçu qu'en plus c'était 80% du pays et qu'on ne pouvait pas le voir, même si tu as l'impression d'avoir une certaine liberté quand tu te balades à Cuba. Parce que pour la première fois, je suis allé à Cuba en 2009. J'ai fait quelques photos qui étaient colorées. Je croyais avoir vu quelque chose, mais je passais à côté. Et en fait, on ne dévie pas d'une route qui est presque programmée, même si on a une impression de liberté. Et il y a ça à côté. Et ça m'intéressait beaucoup de jouer sur cette dichotomie aussi, d'où les portraits en couleur en plus pris à la chambre, donc qui sont des photos je vais une demi-heure, une heure je vais les partager. Et en fait, je voulais montrer une partie éteinte de leur vie, de leur quotidien, de ce temps arrêté, et de contraster avec la couleur, donc l'image qu'on a de Cuba, qui est une force de propagande, puisque dans ces villages, souvent, la plupart du temps, on leur demande de repeindre leur maison avant le 1er janvier, avant la date de la Révolution, la date anniversaire de la Révolution castriste. Et donc la couleur est partie prenante de l'image que souhaite avoir Cuba à l'étranger. Et une sorte d'esthétique de la ruine qui je voulais pas jouer sur recréer ça, tu vois. Je voulais montrer ce qui était dans leur âme, au fin fond de leur leur réalité. Je suis en train de me montrer le jeune garçon qui est derrière, qui est devant donc un mur qui a été repeint. Il a encore de la peinture sur lui. Je pense que cette photo en particulier, on a vraiment, on perçoit son âme en fait. On a vraiment, il y a quelque chose dans ce regard. C'est vraiment impressionnant. Ce qu'on voit pas à l'écran et sur Facebook, sont le fond. En fait, il faut que tu nous racontes, si tu veux en parler, le travail que tu as fait avec pour chaque photo, chaque portrait. Donc on a là, j'ai montré celle-ci, je passe à celle d'avant avec la femme sur fond rose. Donc à chaque fois, on le voit pas là, mais il y a un filigrane. Oui, en fait, quand je parlais avec eux, il y avait
on n'a pas pu parler du parti ou de la réalité du politique du pays. Mais par contre, je sentais qu'à travers des phrases de propagande de Fidel Castro qui étaient issues des discours et qu'il connaissait par cœur, il y avait des choses intéressantes à dire. Donc, chaque personne, je voyais même sur les murs où des personnes me disaient des phrases de Fidel. Par exemple, on en a qu'on connaît extrêmement bien, c'est Patria o muerte venceremos, tu vois, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Il y en a des milliers comme ça. Et en fait, j'ai vu que entre ces phrases de propagande et la réalité de leur visage, il y avait quand même un monde énorme, et que donc j'ai voulu que les phrases, chaque personne choisisse une phrase, et cette phrase soit répétée à l'infini et soit embossée dans son portrait. Donc elle est comme une sorte de relief transparent sur l'image, remplace presque le pixel, et il faut s'approcher de l'image. En fait, les tirages sont assez grands, c'est des tirages importants. Quand on se rapproche de l'image, voilà, on les voit pas au début, et après en se rapprochant, on s'aperçoit qu'il y a un texte qui les compose, qui est répété à l'infini, et ce texte raconte qui est cet homme, quelle est ou cette femme, la condition dans laquelle il vit, la réalité de l'atmosphère qui l'entoure. Donc, et c'est ça qui m'intéressait. Mais il faut faire pour le voir, le message qu'il souhaite passer. Donc, c'est à travers ces phrases. Il faut s'approcher d'eux, il faut faire un effort pour aller les voir. On peut pas s'arrêter à la première impression qu'on a, donc colorer et lier ils ont une posture, à part l'enfant qui a une vraie tristesse dans le regard. Sinon, ils ont les générations d'avant ont quand même une fierté dans le regard, ont un regard imposant. Ils font un vrai face à face avec le regardant. C'était des temps de pause de combien de temps à peu près? Parce qu'on sait que tu travailles beaucoup à la chambre. Les temps de pause sont rapides dans la prise de vue, mais c'est dans l'installation que c'est très très long. Après, c'est que lumière naturelle, il n'y a pas d'ombre. Je vais à un relief, pas qu'il n'y ait pas de relief en fait sur le portrait, que ce soit entre le mur et la prise de vue, et le sujet. Tu vois qu'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de relief, c'est vraiment que lumière naturelle pris dans une. J'ai pas rajouté des spots pour créer un contraste, quelque chose comme ça. C'est à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, et après, le problème c'est que une photo prend à peu près une demi-seconde, mais pour faire le point, pour être sûr qu'elle soit bonne, c'est dur. Alors je fais 3-4 images. Et après, comme c'est très très détaillé, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Tu peux pas être un peu hors focal ou des choses comme ça. Tu vois, il faut que tout est dans les yeux. C'est-à-dire que quand tu vois des tirages de 2 mètres, 1m80, 2 mètres, les yeux sont nets et tu vois même ce qui se passe, le paysage qui est derrière moi. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a l'échange que tu partages. En fait, on l'a vraiment, puisque quand on regarde le grand format qui est absolument magnifique, on a effectivement, on te voit même dans les yeux de ces personnes. Et ça, c'était important parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un monde où il y a un temps qui s'est arrêté, donc on peut penser qu'ils ont le temps, et en fait, ils n'ont pas du tout le temps de pouvoir parler ou partager leur réalité. C'est-à-dire que le fait d'avoir pris le temps pendant 1 heure, d'être pris en photo comme ça, avec tout le monde qui s'agglutinait autour, avec les gens qui racontaient ce qui se passait, donc c'était à 2 doigts de. La délation fonctionne énormément là-bas. Tu vois, il n'y a pas d'individu, ils sont tous comme le maillon d'une chaîne, et il faut pas que ce maillon raconte quelque chose, ou soit y à l'encontre de la décision collective. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, le fait qu'ils aient pris le temps d'être en interaction avec moi montre qu'ils avaient. Rien que ça, c'est déjà un acte d'expression fort. Enfin, alors, j'essayais de pas les mettre dans des situations délicates et tout, mais c'était compliqué. De temps en temps, il y a des gens qui nous ont arrêtés. Il y en a qui criaient, qui disaient que c'était scandaleux, des gens qui arrêtaient, qui m'empêchaient de photographier. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Et ceux que j'ai photographiés tenaient bien bon face à ça, ce qui est difficile. Ce qui est très difficile. Ouais, leur hommage. Mais c'était important, voilà. Et donc, si on s'approche d'eux, en plus, ils nous racontent cette phrase de la Révolution qui est excessivement antinomique avec le portrait. C'est ça qui est intéressant. Je suis en train de partager les photos, donc je remontre celle-ci. Celle-ci, elle est même un peu flippante. Hein. Il a un regard. Le garçon. Ah non, il y a un petit décalage. Mais... Non, parce que, oui, tout à fait.
Il a un regard, quelque chose d'impressionnant. Ok, donc tu dis un corpus, enfin à peu près 600 photos réalisées. Pour les noirs et blancs, et après il y a 42 photos pour les portraits, et ces portraits, c'est 42 portraits. Pourquoi 42? Parce que j'ai repéré, il y en a peut-être beaucoup plus, hein, mais ce que j'ai vu dans le temps qui m'était imparti, j'ai vu 42 typologies de cubains différents et du métissage, et liés au sucre, et donc j'ai voulu faire 42 portraits de personnes différentes, donc qui, dans leur aspect, on voit des yeux, la peau, les mâchoires, enfin tout est, voilà, on voit des typologies très différentes, et donc ces 42 portraits présentent sur les 42 typologie que j'ai trouvé, que j'ai rencontré issu du métissage. Donc c'est pour ça que ça montre que ce pays est très complexe. C'est vraiment un laboratoire du monde en fait. Il y a le monde entier et à Cuba. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une petite île, mais alors avec une culture excessivement forte qui vient de partout. Et ça, c'est fait via la canne à sucre. C'est impressionnant. Tu as pu rester en contact avec certaines personnes? Ouais. Alors, je peux pas rester. Alors, j'ai Yoban avec qui j'ai un peu sur Internet, sur le WhatsApp et tout. Et après, tous les Cubains du sucre, donc j'ai toutes leurs adresses, des choses comme ça. Je peux les contacter via différentes personnes. Il faut pas non plus. C'est plus facile quand je suis à Cuba. En fait, même quand on est retourné les voir après le projet. C'était la question que j'avais pour leur offrir des portraits. Donc, on a encadré et offert des portraits. Ah, c'est super. Ce qui est compliqué, c'est que je peux pas envoyer un courrier comme ça. Mais par contre, t'es sûr qu'il va être intercepté. Voilà. Par exemple, Angel, donc celui qui part au début de la première photo que tu as montrée, qui part à l'usine ou qui est le premier portrait en couleur, là, lui, je l'ai vu une quinzaine de fois pendant tout le projet. On s'entend excessivement bien. Il connaît la famille et lui, j'ai un numéro de téléphone auquel je peux le contacter quand je suis à Cuba. Qui me permet d'une personne qui pourra c'est comme ça que vous voyez un acquis avec je suis plus proche que d'autres. Bien sûr. C'était la question que je voulais te poser. Donc, j'ai demandé si tu allais retourner à Cuba. Tu y es donc retourné. Tu as offert ces portraits, ce qui est génial. Et donc, tu vas y retourner peut-être. On va voir. Là, normalement, j'espère y retourner l'année prochaine. Tout n'est pas encore validé pour une exposition de ce projet-là là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai des opportunités pour l'exposer là-bas, alors que c'est un sujet un peu touchy par rapport à Cuba, mais c'est ça le pouvoir manifestement de l'art ou de la photographie, c'est de pouvoir raconter des choses. Alors après, est-ce qu'ils transformeront mes propos, je sais pas. Ou moi, j'ai pas de propos plutôt en fait. C'est les gens vont pouvoir s'apercevoir de certaines réalités. Parce que je voulais pas faire de politique, hein, c'est pas l'idée. Contre le régime ou pour le régime, hein, moi je présente des faits et après des interactions que j'ai eues avec certaines personnes qui ont été représentées à travers ces portraits et des typologies de photographie des noirs et blancs. Et ça serait très intéressant déjà si je peux l'exposer à Cuba, de voir la réaction des Cubains et de ceux qui vont l'organiser, de savoir ce qu'ils en pensent, comment ils l'interprètent aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que on appelle ces gens du sucre, on appelle les guariros. Donc, ce sont des gens qui, dans l'histoire, ont une importance forte, puisqu'avec la révolution de José Martí qui a eu lieu à la fin du 19e siècle, les macheteros, les gens, les ouvriers aussi du sucre, sont ceux qui ont porté la révolution contre l'Empire espagnol. Et donc, ils étaient appelés war heroes, donc les héros de guerre, et ça fait guariros. Et ces guariros sont toujours aujourd'hui ce sont des gens du sucre et les gens du sucre sont toujours appelés comme ça. Donc, c'est des héros de l'histoire de Cuba, ces gens que j'ai photographiés. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Donc, pour eux, l'exposition peut être aussi une exposition de héros, de personnalités de 4 générations après, 5 générations après, même 5 générations que je dis, 10 générations après, presque. Donc ce projet, c'est le nouveau projet que tu présentes. Est-ce qu'on peut acquérir ces photos? Comment ça se passe? Alors pas encore. On va pas encore les acquérir. Là, je suis en train de voir pour la meilleure manière de l'organiser et avec la meilleure personne possible pour mettre en place un projet et une exposition qui soit la plus représentative de ce que j'ai découvert là-bas, des gens que j'ai rencontrés et de la réalité de ces images. Donc ça se met en place petit à petit là.
D'accord. On peut les suivre. On peut suivre. De toute façon, on peut voir le détail de ce projet sur ton site internet. Je vais conclure en rappelant deux petites choses. La première, c'est que on a la chance d'avoir deux œuvres de ta série précédente qui sont proposées à la vente sur le site Acheter de l'Art et sur nos réseaux sociaux. Je vous invite vraiment à aller regarder ces présentations, ces œuvres. Alors, on est vraiment dans un autre domaine. Là, je reviens sur le projet précédent, mais ce sont des œuvres qui sont absolument sublimissimes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, qui est vraiment important, Pirelli est finaliste du prix Levallois pour la photo, et je vous invite vraiment à le soutenir. Le prix, enfin, il reste quelques jours, je crois que ça finit le 12. Le 12, ouais. Voilà, donc vous avez la possibilité d'aller voter. On a mis une URL raccourcie que vous voyez à l'écran, donc ar2.fr/Cuba. N'hésitez pas à le faire si vous appréciez le travail de Pirelli. Ce que je voudrais, d'une part, je voudrais vraiment te remercier pour cet échange. C'était vraiment passionnant, et c'est un projet qui, moi, rien que d'y penser, j'ai des frissons. C'est vrai que j'ai découvert ce projet chez toi avec le tirage de l'enfant qu'on a présenté tout à l'heure, avec son regard qui est un peu triste et qui porte, il est très fort. J'ai un peu pris une claque en fait en voyant cette œuvre. Bon, j'en avais pris précédemment avec d'autres œuvres de toi, mais bon, voilà. Et donc ce projet, il est vraiment à voir, à suivre, et on a hâte de savoir comment tu vas avancer et le partager, parce qu'on a vraiment envie que tu le partages. Un grand merci à toi, parce que tu me soutiens depuis l'opéra, et en plus je t'ai parlé de cette histoire de Cuba avant de partir. En rentrant, je t'ai montré ces images. Tout de suite, tu t'y es intéressé. J'ai pu développer l'idée autour de ça une fois à Paris avec toi. Donc je suis très heureux de pouvoir en parler à la communauté d'Acheter de l'Art. Tu me donnes cette chance de aussi de présenter les premières images, de pouvoir les décrire aussi, que c'est important, plutôt que simplement de les voir avec un petit carré sur Internet sans explications. De temps en temps, les explications, c'est bien aussi pour Internet, Internet, c'est très bien. Moi, je suis le premier évidemment à mettre en avant, mais c'est vrai qu'il faut rencontrer d'une part évidemment les artistes, les photographes. Il faut rencontrer Pirelli Piorac, il faut rencontrer ses œuvres. C'est vraiment vital. Quand on parlait tout à l'heure des filigranes il faut les voir. C'est absolument impératif. Moi, j'ai hâte de vous montrer toutes les œuvres pour de vrai, parce que c'est des travaux de tirage qui sont très compliqués. Je le fais avec Thomas chez Centrale Dupont, parce que on a trouvé un papier, il nous a fallu 5 mois pour le trouver, une manière de tirer qui est très particulière aussi. Je suis désolé, j'aurais dû te poser cette question, parce que il faut que les gens sachent que tu es quand même un petit peu, comment dire, névrosé sur sur le tirage, sur l'encadrement, tout ça, c'est des sujets, tu rigoles pas, ça je le sais pertinemment. Et donc raconte cette histoire de papier, parce que c'est sidérant en fait. Tu as mis donc en fait, quand je commence à faire les images, la façon de travailler mes photographies me vient en rencontrant les gens dont j'ai envie de témoigner de la vie. Et donc c'est pour ça que l'opéra, c'est très différent des super-héros, qui est très différent de Death Memoria. Et en fait, en commençant à prendre les photos, j'imagine à quoi elle peut ressembler une fois tirée. Et donc dès que je suis entré à Paris, j'ai essayé les premiers tirages. J'ai fait une vingtaine d'essais papier, mais je savais que ça marcherait pas, parce que je cherchais quelque chose qui soit presque comme une estampe, comme si on a l'impression que c'était crayonné en noir et blanc. Et il nous a fallu 5 mois pour trouver avec Thomas le papier, et c'est venu par hasard. En fait, je racontais à quelqu'un la matière que je souhaitais, le rendu. Il me dit: écoute, j'ai vu ça il y a 30 ans chez un photographe, et le papier s'appelle, et ça a un nom improbable qui fait 10 lignes. Et là, Thomas me dit: attends, c'est incroyable, ça me dit quelque chose. Donc on regarde sur Internet, on voit à quoi ressemble la boîte. Il me dit: écoute, Jean-Louis Sieff donné, c'est une boîte de photos il y a 20 ans, 25 ans, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, une boîte de papier. Il avait cherché dans son labo cette boîte de papier, donc il n'avait pas touché depuis 25 C'était ça. Et donc j'ai fait le premier tirage, donc on a fait très attention. Et les tirages sont faits sur une boîte de papier qui appartenait à Jean-Louis Sieff. Ça fait plaisir, parce que c'était un ami de mon grand-père qui était photographe, et donc la boucle est bouclée sur l'amour de la photo.
ça m'est venu par mon grand-père et ça revient par Jean Loussieff pour mon dernier projet au niveau des tirages. Pour avoir eu entre les mains ces tirages, c'est vrai que le papier, c'est incroyable, ce papier, le rendu qu'on a grâce notamment à lui, c'est sidérant. Ah ouais, je suis ravi que ça te plaise. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, voilà, on va peut-être arrêter ce live. Ce que je voulais dire simplement, c'est que vous pouvez continuer à poser vos questions si vous avez d'autres points à voir. Je regarde juste rapidement sur les questions, mais j'en ai pas vu forcément beaucoup. Montrer des images, j'ai pas que du texte et vos visages. Ouais, oui, certes. Je vous propose donc de retourner sur le site de Pierre-Élie pour découvrir ce projet dans sa globalité. Et encore une fois, de laisser des commentaires si vous avez des questions particulières. On essaiera d'y répondre. Enfin, surtout Pierre-Élie. Moi, je suis ravi. Voilà. Toutes les questions. Ouais, toutes les questions. Moi, je vous remercie. Merci Pierre-Élie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain échange. Ce sera a priori la semaine prochaine sur un autre sujet. La fiscalité des galeries d'art. Voilà. Merci à tous. Très bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut Pierre-Élie. Salut Guillaume.